Bonsoir, ravi de vous retrouver ce soir pour le grand direct à retenir de l'actualité de cette journée. L'hôtellerie-restauration en manque de main-d'œuvre avec la réouverture des restaurants et l'arrivée de la saison touristique. Les serveurs, les cuisiniers, les réceptionnistes viennent à manquer. On en parlera avec une représentante d'un pôle emploi de Marseille. Équipe au complet ou non, tous les restaurants en tout cas rouvrent demain. Et oui, ceux qui n'avaient pas de table en extérieur étaient encore dans l'attente. Et bien ce mercredi, ils pourront enfin accueillir des clients en intérieur. Un graffeur niçois jugé aux Seychelles, accusé d'avoir maquillé le meurtre de sa compagne en suicide. Ses proches ne croient pas, vous l'entendrez à ce scénario. Une première audience avait lieu aujourd'hui. Demain soir, tous les restaurateurs seront sur le pont avec l'assouplissement du couvre-feu à 23h. La plupart ont rouvert leurs terrasses depuis le 19 mai dernier déjà. Mais pour les établissements sans terrasse, c'est bien le grand jour finalement. C'est demain. Marie Guisto est allée à la rencontre des restaurateurs niçois qui accueillent de la clientèle demain pour la première fois depuis de très longs mois. Recherche personnel disponible et motivé. Voilà ce que vous pouvez lire sur les devantures de nombreux établissements. Dans ce glacier de Saint-Cyr-sur-Mer, Margot désespère. À l'approche de la saison estivale, il lui manque toujours la moitié de son personnel. Jusqu'à hier, on en recherchait encore 4-5 et on a réussi à trouver 2 personnes. On en recherche encore 2. On a eu un petit peu des essais, mais à chaque fois, les personnes veulent plutôt profiter cet été. Ça s'annonce un peu mal. Les saisonniers veulent profiter de leur été. C'est aussi le constat de cet hôtelier marseillais. Moïse reçoit chaque année une 50aine de CV. Aujourd'hui, alors que les besoins sont plus importants, seulement 5 candidats se sont présentés. On a besoin de renforts, notamment sur des activités supplémentaires comme la piscine avec des pool boys. Donc c'est un peu plus difficile pour plusieurs raisons. Je pense que d'une part, je ne vais pas faire de philosophie générale, mais la noblesse du métier a perdu un peu de sa superbe. Ça, c'est le premier point. Et vu l'été qu'on a passé l'année dernière, assez chargé, assez complexe, avec une clientèle assez exigeante, j'ai l'impression que ça a un peu découragé les potentiels hôtellerie-restauration qui d'habitude viennent frapper à notre porte. Et là, on est obligé d'aller les chercher. Des difficultés de recrutement qui sont également liées à des réorientations professionnelles. Dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration, 110 000 postes restent à pourvoir partout en France. Voilà, les restaurateurs qui pourront donc rouvrir tous demain, même ceux qui n'avaient pas de terrasse, ils pourront donc accueillir en intérieur avec une jauge, attention, seulement 50% de la clientèle et pas plus de 6 par table. Marie Guisto. Ils sont dans les starting blocks. Demain, après 7 mois d'attente, la Merenda, restaurant typiquement niçois, pourra rouvrir ses portes. Faute de terrasse, ils doivent attendre ce mercredi 9 juin pour accueillir de nouveau le public. Et pour ouvrir dans les meilleures conditions, l'équipe est déjà passée en cuisine. Je suis en train de préparer la viande. C'est du jarret de bœuf pour la daube de demain. Daube, tripes à la niçoise, des plats qui nécessitent des heures de cuisson. C'est pourquoi Dominique et son équipe s'activent ce mardi matin. Les tripes sont cuites avec du pied de veau. Et c'est la particularité qu'en principe, on trouve souvent des tripes de bœuf. Et nous, on fait la tripe de veau parce que c'est plus fin en goût, c'est beaucoup plus noble. Et il faut les cuire avec des oignons, de l'ail, du thym, du laurier, du vin blanc. Et c'est un plat qui demande aussi entre 2h30 et 3 heures de cuisson. Après des mois de fermeture, c'est une bouffée d'oxygène de retrouver les cuisines de son restaurant dans le Vieux-Nice. Les clients fidèles sont déjà passés réserver leur table. Et pour faire assez de couverts, ils ont prévu plusieurs services et la salle a été aménagée. Ils devront respecter une jauge de 50% de clients avec un maximum de 6 convives à table. Ils ont d'ailleurs adapté leur stock à ce nombre de personnes limitées. On a 2 services, un service à midi, un service à 13h15, 13h30. Et le soir 19h et un à 21h. Comme le couvre-feu sera rallongé à 23h, ça nous permet de faire les 2 services du soir. Nous, on a les plexis pour pouvoir gagner une table en plus, pour séparer, pour que la distanciation soit quand même respectée. Et quand c'est pas possible, il y a une paroi en plexi. Peu à peu, le lieu reprend vie. Il aura tout de même fallu un grand ménage de printemps pour tout remettre en place.
Et il n'y a pas que l'hôtellerie-restauration qui est concernée par l'assouplissement des mesures sanitaires demain, les salles de sport, mais aussi les piscines couvertes avec une jauge. Vous pourrez de nouveau vous détendre, par exemple, dans un spa d'hôtel. Illustration du côté de Fréjus et d'Antibes avec Claudia Olivier. Donc à partir du 9 juin, on aura toutes les piscines qui seront ouvertes. Donc la piscine intérieure, tout l'espace bien-être avec sauna, hammam, douche sensorielle. Dernière vérification avant le grand jour. Dès demain, les espaces de thalassothérapie présents dans les hôtels de la région vont pouvoir rouvrir entièrement leurs portes. Tout est mis en place pour assurer la sécurité de chacun. En respectant une jauge de 35% de la capacité maximum. Donc ce qui veut dire un accès limité à tous les espaces bien-être, sauna, hammam. Et dans les cabines de soins, on va devoir respecter un processus de désinfection, donc qui va rallonger les temps de soins d'environ 15 à 30 minutes. Dans cet autre établissement situé à Antibes, le calendrier des réservations pour les prochains jours est déjà plein. Le directeur n'attend plus que le feu vert. Cette année, ça sera encore essentiellement une clientèle française. Les clients avaient hâte, ça faisait à peu près 7-8 mois qu'ils n'étaient pas venus se détendre dans notre endroit. Et donc oui, on a des réservations progressivement, juin surtout la semaine prochaine, à partir de dimanche. Et juillet-août, ça réserve au fur et à mesure. Sa clientèle française représente plus de 70%. Il espère également recevoir des touristes allemands, britanniques ou encore italiens dès que les mesures sanitaires seront assouplies aux frontières. Dans le reste de l'actualité, ce soir, cet incendie meurtrier dans le Var. Cela s'est passé tard hier soir. 2 personnes ont péri dans une maison de village du côté à Bargemont, au nord de Draguignan. À ce stade, on ignore encore les causes du sinistre. Le récit de Marion Colangelo. Le village de Bargemont est sonné. Hier soir, il était environ 21h30 quand les flammes se sont propagées dans cette maison de 3 étages. Ça a été une grande nuit éprouvante, épuisante. Avec les pompiers, avec la gendarmerie, tout le monde a été sur place et nous avons dû reloger au plus tôt et au plus vite les personnes qui malheureusement ont pu s'en sortir, enfin heureusement pour eux. Le bilan est terrible, 2 personnes ont perdu la vie, une jeune femme de 28 ans et un homme d'une 60aine d'années. Il n'y a pas de mots, voilà, il n'y a pas de mots pour décrire la situation. Ils n'avaient pas le droit de partir, c'était pas le moment. Une toute jeune femme de 28 ans, avec des parents à l'autre bout de la France, à l'autre bout du monde, des parents complètement effondrés. Et puis un gars du village, un homme adorable, prêt à rendre service toujours. On aurait toujours pensé qu'il lui arriverait quelque chose ailleurs, on s'y attendait, mais pas dans ces conditions. Plusieurs équipes ont été dépêchées sur place, dont les pompiers militaires de Canjuers, présents encore jusqu'en milieu de journée pour sécuriser les lieux. À 22h, les sapeurs-pompiers ont été alertés pour un feu d'habitation en centre-ville de Bargemont. Donc intervention pour laquelle on a engagé 40 sapeurs-pompiers, armant 3 véhicules incendie, une échelle, 3 ambulances, une équipe de SMUR médicalisée, une équipe aussi d'infirmiers. Et bien évidemment, il y avait la gendarmerie et la partie municipale qui ont été de concert avec nous. Pour le moment, les causes de l'incendie n'ont toujours pas été déterminées. Une enquête de la brigade criminelle est en cours. Un Niçois jugé aux Seychelles. Le jeune homme, qui est un jeune graffeur connu à Nice, est soupçonné du meurtre de sa compagne. Les faits remontent au 27 avril dernier. Une première audience avait lieu aujourd'hui aux Seychelles. Les enquêteurs le soupçonnent d'avoir maquillé le meurtre en suicide. Mais les proches d'Autom, eux, ne croient pas du tout à ce scénario. Claudia Olivier et Marie Guisto. Brian connaît Thomas, alias Autom, depuis plus de 15 ans. Lorsqu'il apprend que son ami est soupçonné du meurtre de sa compagne, c'est un vrai choc pour lui et l'ensemble du monde du street art niçois. C'est une histoire qui a marqué un peu le street art parce que je pense que Tom, c'est le numéro 1, c'est celui qui porte en fait la culture du street art et du graffiti en haut dans la région. Et c'est vrai que de le voir, de voir tout ce qu'il fait, tout le travail qu'il fait en fait s'effondrer, c'est sûr que c'est insoutenable, quoi. En plus d'être amis de longue date, ces 2 artistes partagent la même passion. Pour Brian, Thomas est une vraie source d'inspiration. C'est quelqu'un de très engagé, Thomas. Il avance tous les jours en fait. Il arrive à avoir des nouveaux projets, il arrive beaucoup à rassembler les gens pour passer des moments uniques, que ce soit à travers la musique, la création, vraiment dans beaucoup de domaines, quoi.
En participant à de nombreuses ventes aux enchères organisées par des associations, il a toujours mis son art au service des autres. En tant qu'artiste, c'est vraiment un graffeur reconnu dans la région et il a un vrai art, il a une vraie légitimité et en tant qu'homme aussi pour participer à des ventes aux enchères, pour s'y proposer spontanément, je pense qu'on ne peut pas le faire si on n'est pas intimement convaincu. Au terme de la procédure, si Autom est déclaré coupable, il risque la prison à vie. Voilà, et puis sachez qu'une enquête pour homicide volontaire a également été ouverte à Nice. À partir du 15 juin prochain, la vaccination sera ouverte aux adolescents de 12 à 18 ans, comme l'a recommandé la Haute Autorité de Santé. Cet élargissement du public à la vaccination pourrait permettre d'atteindre plus rapidement l'immunité collective. Alors d'ici là, la vaccination est ouverte à tous les plus de 18 ans, mais les jeunes majeurs ne se sentent pas toujours concernés, vous allez le voir. Alors le département des Bouches-du-Rhône a mis en place un bus de la vaccination qui va directement à la rencontre des étudiants. Il a marqué l'arrêt ce matin sur le campus de Saint-Jérôme, c'est dans le 13e arrondissement de Marseille. Écoutez. Alors les jeunes, c'est surtout leur éviter les complications graves. Bon, ils risquent peu de se retrouver à l'hôpital, mais quand même certains, oui. Il y en a même certains qui en sont morts. Il y a les complications de Covid long qui sont moins connues, dont on parle moins, mais qui sont quand même très handicapantes et dont l'efficacité sur du vaccin est aussi, en protection est aussi bonne quand même. Et puis peut-être surtout, ça réduit considérablement le taux de circulation du virus entre les jeunes, entre eux, et envers les personnes plus fragiles, âgées, parents, grands-parents, etc. Voilà pour ce médecin qui vaccinait donc ce matin sur le campus marseillais. Plus de places aux piétons à Nice. Plusieurs rues du centre-ville leur sont réservées jusqu'au 30 juin. L'objectif, il est surtout économique, permettre aux restaurateurs d'étendre leurs terrasses et ainsi de faire le plein. Sébastien Serrano. À partir de vendredi soir et pour tout le week-end, les véhicules seront interdits sur l'ensemble de la rue Chauvin. Dès demain, 3 autres rues du centre-ville niçois vont également participer à l'opération de piétonisation lancée par la ville. Une opération qui vise à soutenir les restaurateurs du quartier. Chacun d'entre eux pourront étendre leurs terrasses. J'ai octroyé sans cesse demandes de terrasses supplémentaires pour venir étendre les terrasses existantes. Nous piétonisons là des rues pour pouvoir permettre à des commerçants d'être encore plus étendus, encore plus joyeux. Et il y a tous ceux auxquels je pense aussi qui n'ont pas pu ouvrir parce qu'ils n'avaient pas de terrasse, parce que la configuration ne le permettait pas. Et à partir de demain, ceux-là vont pouvoir ouvrir en partie, puis à partir du 30 juin, ouvrir totalement. Et donc c'est enfin une vie joyeuse que nous retrouvons, mais dans le respect des gestes barrières, c'est essentiel de le rappeler. Ouvrir à nouveau, dresser des tables, accueillir des clients, des réflexes que les restaurateurs retrouvent. Tous accueillent cette piétonisation avec beaucoup d'optimisme. Ça fait du bien, c'est un vrai coup de pouce. On va pouvoir accueillir donc les clients en extérieur, en intérieur, dans le respect des règles sanitaires. Ça change beaucoup de choses, dans le sens où moi, si ça tient qu'à moi et qu'ils ne nous donnent pas la piétonne, je ne peux pas m'en sortir avec la moitié de mon chiffre d'affaires. Si financièrement cette opération ne permettra pas de compenser les pertes des restaurateurs, elle permet surtout de se remettre au travail et de retrouver une vraie vie de quartier. Nous, ils nous sauvent la mise. On va travailler et on va garder nos employés. On ne les met pas au chômage, ils vont travailler avec nous. La question, c'est que retrouver ses amis et ses clients, on va faire la belle fête ensemble. En place jusqu'au 30 juin, cette opération pourra être renouvelée par la ville de Nice. Pour connaître les rues concernées et les modalités de piétonisation de ces dernières, rendez-vous sur le www.nice.fr. Cette question à présent, comment lutter contre les violences entre enfants à l'école? À Toulon, des élèves de 5e aujourd'hui ont réalisé une fresque avec l'aide d'un artiste sur le thème de la tolérance et de la bienveillance. L'objectif, c'est évidemment de sensibiliser et d'ouvrir le dialogue sur le sujet. C'est un reportage de Marion Colangelo. De la bienveillance, de l'entraide et de la fraternité. Des valeurs que ces élèves de 5e du collège Bon Accueil à Toulon ont inscrit sur cette fresque. C'est pour le bien vivre ensemble, c'est pour apprendre à vivre avec nos différents. C'est pour s'adapter au monde extérieur, pour aider les personnes en difficulté qui en ont besoin. Et du coup, ce mur est représentatif pour tout ce projet. Violence, harcèlement, j'en pense que ça ne devrait pas exister. S'il y a des gens qui voient ça, il faudrait le dire aux adultes pour que tout ça s'arrête, parce qu'il y en a déjà beaucoup qui se sont fait harceler et ça peut arriver des choses encore plus graves. C'était un projet original et je me dis que dans toutes les écoles, ils n'ont pas la chance de pouvoir faire du graphe comme ça dans leur école ou collège. Du coup, j'ai trouvé ça super, moi. Ça nous a fait découvrir un peu autre chose. Une œuvre réalisée par les collégiens
avec l'aide de l'artiste Alex Z. On a partagé, je lui ai proposé plusieurs scénarios, plusieurs projets, plusieurs dessins, plusieurs fresques. On s'est arrêté sur celle-ci, qui est relativement sobre en termes de graphisme et en termes de graffiti, avec un message qui est fort parce qu'on le voit bien et c'est vraiment ce message-là que l'établissement voulait passer. Et au cours de nos échanges avec Madame Siatoni, on en est venu au fait de se dire est-ce que ça ne vaudrait pas le coup de faire participer les élèves. Donc cette partie, c'est celle qui leur est dédiée. Et l'idée de leur faire le pochoir et du coup de poursuivre les ateliers et de continuer dans l'esprit atelier est née comme ça. Et je pense que vous l'avez vu, ça s'est super bien passé. Oui. Pour cette responsable des 5e, la tolérance et le vivre ensemble sont au cœur de ce projet, des notions sur lesquelles elle travaille tout au long de l'année. Les élèves ont commencé par travailler sur le vocabulaire du vivre ensemble. Je les ai pris en étude. Quand on parle de harcèlement, de quoi parle-t-on exactement ? Ils ont ensuite rempli un questionnaire que j'avais élaboré avec l'équipe éducative et notre psychologue scolaire. Ensuite, on est passé à la rédaction de la charte. Pour cela, nous avons visionné des courts-métrages sur les différences, suivis de débats. Ensuite, ils ont identifié leurs droits, leurs devoirs en tant qu'élèves, en tant que personne vis-à-vis des autres. J'ai des droits, des devoirs. L'œuvre trônera fièrement sur le mur du collège pendant 2 ans, en attendant la relève. Des serveurs, des barman, des cuisiniers, 110 000 emplois en France aujourd'hui sont à pourvoir dans l'hôtellerie et la restauration. Pendant les mois de fermeture, beaucoup se sont détournés de ces métiers. Résultat, aujourd'hui, avec la reprise de l'activité depuis la réouverture des restaurants, notamment, beaucoup d'établissements peinent à recruter. On en parle avec l'invitée du Grand Direct, Marina Athanasiou. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes responsable d'équipe au Pôle emploi Marseille-Faro et vous êtes spécialisée justement dans les recrutements de l'hôtellerie et de la restauration. Alors, est-ce que vraiment, à Marseille, vous constatez ce besoin de main-d'œuvre dans ces secteurs ? Alors en effet, notre agence pour le bassin marseillais s'occupe de gérer tous les recrutements du secteur hôtellerie-restauration. Et c'est vrai que depuis la réouverture, c'est un besoin très fort qui a été évoqué par tous les établissements. Le besoin n'est pas forcément plus important que d'habitude, c'est simplement qu'on s'est retrouvé confronté à un recrutement qui a été extrêmement massif et simultané. Là où habituellement les recrutements vont s'échelonner sur toute la période estivale, cette année on s'est retrouvé confronté à la réouverture simultanée de tous les établissements qui avaient pour certains perdu une partie de leur personnel pendant toute cette période de fermeture et qui ont du coup eu tous les mêmes besoins au même moment. C'est ce qui rend la chose un petit peu plus difficile cette année pour nous. Alors on parle de l'hôtellerie et restauration en général, mais est-ce qu'il y a dans ces secteurs des métiers particulièrement en tension, plus que d'autres ? Oui, au niveau notamment des métiers de commis de cuisine et de cuisinier, on a une très forte demande. Ça fait partie des métiers qui représentent plus de 50% des recrutements actuellement, notamment au niveau des Bouches-du-Rhône. Et également les postes de serveurs qui représentent bien un tiers des demandes aujourd'hui. Alors, je vous propose, Marina Athanasiou, d'écouter le témoignage d'un hôtelier marseillais qui résume bien ce qu'est son problème aujourd'hui. Écoutez. Auparavant, par rapport aux 40 CV et maintenant dans la 4, c'est une évidence que le nombre de candidatures n'est pas du tout le même. Et après, la difficulté de cette démarche-là, c'est de se dire, on n'a pas trop le choix, donc on va être un peu moins regardant, moins difficile sur les profils, sans que ça soit discriminatoire. Mais d'habitude, on a le choix et le luxe d'aller chercher une forme d'expertise un peu plus en place et plus confirmée, alors que là, c'est à double tranchant. On n'a pas le choix, on prend des juniors, on va dire, et en plus on les balance dans l'arène en pleine saison d'été où c'est l'activité la plus haute, notamment après Covid, comme l'été dernier, on va avoir une clientèle qui sera omniprésente pendant 2 mois. Alors vous l'avez entendu, il y a aussi cette difficulté à trouver du personnel formé. On parle des métiers de cuisine notamment où il faut absolument être formé. Est-ce que vous formez, est-ce que Pôle emploi accompagne aussi des reconversions, des formations vers ces secteurs ou simplement vous jouez les intermédiaires entre les employeurs et les salariés ? Non, bien sûr. On a entamé depuis novembre 2020 un travail justement et sur la reconversion pour les personnes qui souhaitaient sortir du secteur hôtellerie-restauration, mais aussi pour les personnes qui voulaient y entrer ou qui souhaitaient monter en compétence sur ce domaine-là. Donc on a proposé beaucoup de formations, des formations qui ont été achetées spécifiquement pour ces publics-là, notamment sur des spécifications, par exemple comme pour les personnels embarqués, pour tout ce qui va toucher aux croisiéristes, des formations un petit peu plus courtes pour se réentraîner au métier, pour toutes les personnes qui n'auront pas pu exercer pendant une longue période, et également des spécialisations, par exemple sur les métiers de barista ou sur tout ce qui touche au circuit court, pour essayer de coller au mieux aux besoins
des entreprises et comme le disait la personne sur le reportage, pour essayer d'avoir des personnes plus qualifiées, avec plus de spécifications. Alors, ces personnes que vous formez, est-ce qu'il faut aller les chercher? Il faut vraiment faire la démarche proactive de leur proposer ces formations, ou bien ce sont des personnes qui viennent d'elles-mêmes vers ces secteurs parce qu'elles savent que ça recrute? Alors vraiment les deux, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de personnes en effet qui sont intéressées par ce domaine étant donné que c'est une réouverture avec énormément de demandes, donc c'est forcément un secteur en tension qui attire du monde, mais on a aussi fait un gros travail de recherche et notamment avec les publics jeunes qui arrivent sur le marché du travail et qui sont en recherche d'un projet professionnel pour rendre ce secteur attractif et les attirer justement vers des formations, des mesures d'adaptation avant l'embauche pour vraiment mettre le pied à l'étrier très rapidement dans ce domaine. Après, alors il y a du travail, mais ce sont aussi des métiers qui sont réputés difficiles, pas toujours bien payés, avec des horaires aussi difficiles. Est-ce que ça c'est pas une vraie difficulté aujourd'hui pour recruter, surtout chez les jeunes? Alors oui, c'est vrai que c'est un secteur qui a des spécificités, notamment quand on va parler d'horaires décalés, quand on va parler de services avec des coupures, d'un besoin de mobilité assez important. Après, c'est des choses qui sont en train d'un petit peu d'évoluer sur le secteur. De plus en plus d'employeurs aujourd'hui sont prêts à travailler sur des services du midi, des services du soir, de s'organiser de manière à rendre les postes proposés vraiment attractifs et à faciliter un petit peu plus aussi l'organisation de la vie privée des personnes qui travaillent dans ce secteur-là. Alors, est-ce que les salaires restent les mêmes ou est-ce qu'on peut négocier peut-être un peu plus facilement une meilleure rémunération? Alors, on va dire que les grilles de salaire restent les mêmes aujourd'hui. Après, il est évident que quand on a 4 profils au lieu de 40, la négociation est peut-être un petit peu plus facile pour les demandeurs d'emploi aujourd'hui, en effet. Évidemment. Alors, est-ce qu'on peut postuler sans avoir aucune formation dans ce secteur, aucune expérience dans ce domaine? Est-ce qu'aujourd'hui, on a une chance de trouver un emploi? Oui, tout à fait. Comme je le disais, en fait, on a la possibilité de mettre en place des mesures d'adaptation avant l'embauche qui vont permettre aux entreprises de recruter des personnes qui sont totalement novices et sans expérience sur ce secteur et de les accompagner sur une prise de poste, soit via un tutorat interne, soit via une formation par un centre de formation spécialisé et en bénéficiant d'aide et d'un accompagnement de Pôle emploi dans ce domaine-là. Donc la porte est ouverte aussi à toutes les personnes non expérimentées. Et puis alors aussi, quel type de contrat on signe dans ces secteurs? Parce qu'il y a les emplois saisonniers, est-ce qu'on trouve des CDD, des CDI? Est-ce qu'on peut espérer, est-ce qu'un jeune qui par exemple cet été vient faire une saison dans des restaurants sur la Côte d'Azur peut espérer voir cet emploi pérennisé à la rentrée en septembre? Alors c'est vrai on va dire qu'on est en dualité sur ce domaine. Le contexte sanitaire rend la projection assez difficile pour les établissements aujourd'hui, parce qu'ils ne savent pas pour combien de temps ils sont ouverts, dans quelles conditions. Demain, on va passer une nouvelle étape au niveau de la réouverture des restaurants, mais tout ça est encore assez flou. Donc ça rend les choses un petit peu plus difficiles sur les projections de recrutement. Et paradoxalement, étant donné qu'une partie du personnel qui était auparavant stabilisé a pu ne pas retrouver son poste suite à une fin de chômage partiel ou également suite à une fermeture d'établissement, on a aussi un besoin en poste stable, donc en CDD long ou en CDI, qui est beaucoup plus conséquent que sur des périodes similaires les années précédentes. Oui, parce qu'à l'inverse, ces derniers mois, j'imagine que vous avez dû voir venir aussi des demandeurs d'emploi qui avaient choisi de quitter ce secteur et qui se sont reconvertis. Tout à fait, oui, on a aussi des personnes qui ont profité, si je peux dire ça comme ça, de ce temps de fermeture et donc de latence pour travailler leur projet professionnel et choisir de nouveaux métiers vers lesquels se diriger, et auquel cas on les a en effet accompagnés vers des formations en fonction de leurs souhaits, de leurs compétences qui pouvaient être transférables, et vers d'autres secteurs en tension, parce que cette crise sanitaire a aussi mis en exergue d'autres besoins. Alors, si on se place du point de vue des restaurateurs qui cherchent de la main-d'œuvre, qu'est-ce que c'est la bonne méthode? On en voit beaucoup qui mettent des annonces sur leur vitrine pour rechercher un commis de cuisine, un serveur. La bonne méthode, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment de se tourner vers Pôle emploi? Comment procéder quand on est un restaurateur, qu'on est au mois de juin et qu'on manque de saisonniers? Alors, en effet, se tourner vers nous, ça va être une solution qui va permettre d'accéder à pas mal de possibilités. On travaille de plus en plus maintenant sur des formats de salons en ligne notamment, qui vont permettre de toucher un public plus large, par exemple sur la région, le département, parce que le domaine de l'hôtellerie-restauration, c'est aussi un domaine qui est en lien avec la saison et donc avec une possible mobilité. Donc du coup, la perspective d'attirer des personnes un petit peu hors région ou par exemple le public jeune qui est assez friand de ce mode de recrutement, ça peut faire partie des méthodes de recrutement qui changent un petit peu, comme vous le disiez, de l'affiche sur la vitrine ou de l'annonce passée de manière assez classique sur Internet. Alors pour terminer, on évoquait le chiffre de 110 000
emplois en France à pourvoir dans le secteur de l'hôtellerie-restauration. Est-ce que ce besoin, il est vraiment lié à la crise sanitaire ou bien ce besoin a seulement été aggravé par la crise sanitaire et c'est toujours un secteur qui depuis longtemps manque de main-d'œuvre ? Alors, il a en effet été aggravé, parce que c'est vrai que ce chiffre est bien plus important que les années précédentes, mais chaque année, à la période estivale, c'est quand même un des secteurs en tension principaux qui recrute énormément et qui a beaucoup besoin de profils. Mais habituellement, on va dire que des personnes qui font les saisons été et hiver ont leurs habitudes dans certains établissements. Donc le besoin est permanent, mais il a vraiment été aggravé par le contexte sanitaire et économique cette année. Voilà, en tout cas, le message est passé pour ceux qui cherchera un emploi dans l'hôtellerie et la restauration. C'est le moment d'y aller. Merci Marina Athanasiou du Pôle emploi de Marseille-Faro d'avoir été en direct avec nous ce soir. Tout autre chose à présent, depuis le 19 mai, les cinémas, comme beaucoup de secteurs, ont rouvert leurs portes. Le public est-il au rendez-vous dans les salles obscures ? Eh bien, les sorties de blockbusters ont pour la plupart été repoussées. Alors la programmation fait la part belle pour l'instant au film à plus petit budget à Cannes. On va voir quel bilan tirent les salles de cinéma avec Alexis Ricard. 3 semaines après la réouverture des cinémas, les spectateurs répondent présents dans les salles obscures. La fréquentation demeure moyenne mais tout à fait satisfaisante au vu des contraintes. Jauge réduite et couvre-feu empêchant les séances du soir. Non, on est ravis que tout se passe bien, que les clients viennent de plus en plus. On a beaucoup d'appels pour voir comment ça se passe avec les nouvelles procédures, les nouvelles jauges, etc. Donc on est confiant pour cet été, pour que ça se passe au mieux. Une dizaine de films sont à l'affiche, de quoi toucher un public large avant la sortie des gros blockbusters attendus plus tard dans l'année. Oui, on a l'habitude du cinéma, on est en vacances ici, mais on va au cinéma 2 fois par semaine habituellement, donc ça nous manquait fortement. C'est la reprise, dès qu'on a su, on est venu. Ça commence à être pesant en fait, c'est-à-dire on est chez nous, on fait rien, on commence pas à sortir, on n'a rien à faire, et ouais, ça fait du bien de revenir. Alors le profil, on a eu du public très jeune, eux ils sont revenus les premiers, parce que voilà, ils avaient besoin de sortir entre potes. Et après, on a eu nos habitués, voilà, ceux qui ont des cartes fidélité chez nous, des abonnements. Et toujours à Cannes, le cinéma des Arcades confirme cette bonne reprise. Tous les voyants sont au vert entre la levée progressive des restrictions, mais aussi le Festival de Cannes en juillet prochain. On a senti un vrai enthousiasme de la part de nos spectateurs. La semaine de réouverture a été assez dense avec le retour des habitués, des cinéphiles. À partir de demain, on passe sur des jauges à 65%. Donc on va se sentir un petit peu plus à l'aise puisque là, régulièrement, on a fait complet avec les jauges à 35%. Dès demain, les cinémas pourront accueillir davantage de spectateurs avec une jauge à 65%. Le couvre-feu à 23h permettra des séances en soirée. Reste avec nous, on se retrouve dans un instant pour la seconde partie du Grand Direct. Pour vous informer au plus près de chez vous, Azur TV devient BFM Marseille-Provence, Toulon-Var, Nice-Côte d'Azur. L'info de proximité, l'économie locale, les loisirs, les sports, les transports, les sorties, toute l'actualité, 7 jours sur 7. Toute la journée, des rendez-vous d'information réactualisés en permanence. Avec le Grand Journal du Sud, pour vous informer au plus près de chez vous. C'est une équipe 100% dédiée, réactive, des innovations technologiques au service du direct. Info, météo, proximité, ce qui fait votre quotidien. BFM Marseille-Provence, BFM Toulon-Var, BFM Nice-Côte d'Azur. Disponible sur tous les supports. Dans la seconde partie du Grand Direct, le petit village de Bargemont dans le Var endeuillé après un incendie qui a fait 2 morts hier soir. Le feu a pris dans une maison de village. Les autres occupants sont sains et saufs. Ça y est, demain, tous les restaurants seront rouverts. Et oui, ceux qui n'avaient pas de table en extérieur étaient encore dans l'attente. Et bien, ça y est, ce mercredi, ils pourront enfin accueillir des clients en salle. Comment empêcher les féminicides ? Plusieurs affaires ont récemment relancé le débat. Des enquêtes même ont été ouvertes pour identifier d'éventuelles défaillances. Pour de nombreux magistrats, le constat est clair. La justice manque de moyens. Le procureur de Draguignan sera notre invité dans un quart d'heure. Un incendie meurtrier dans le Var, tard hier soir. 2 personnes ont donc péri dans une maison de village de Bargemont. Ça se trouve au nord de Draguignan. À ce stade, on ignore les causes du sinistre.
Le village de Bargemont est sonné. Hier soir, il était environ 21h30 quand les flammes se sont propagées dans cette maison de 3 étages. Ça a été une grande nuit éprouvante, épuisante, avec les pompiers, avec la gendarmerie. Tout le monde a été sur place et nous avons dû reloger au plus tôt et au plus vite les personnes qui malheureusement ont pu s'en sortir, enfin heureusement pour eux. Le bilan est terrible. 2 personnes ont perdu la vie. Une jeune femme de 28 ans et un homme d'une 60aine d'années. Il n'y a pas de mots. Voilà, il n'y a pas de mots pour décrire la situation. Ils n'avaient pas le droit de partir, c'était pas le moment. Une toute jeune femme de 28 ans, avec des parents à l'autre bout de la France, à l'autre bout du monde, des parents complètement effondrés. Et puis un gars du village, un homme adorable, prêt à rendre service toujours. On aurait toujours pensé qu'il lui arriverait quelque chose ailleurs, on s'y attendait, mais pas dans ces conditions. Plusieurs équipes ont été dépêchées sur place, dont les pompiers militaires de Caen-Juers, présents encore jusqu'en milieu de journée pour sécuriser les lieux. À 22h, les sapeurs-pompiers ont été alertés pour un feu d'habitation en centre-ville de Bargemont. Donc intervention pour laquelle on a engagé 40 sapeurs-pompiers, armant 3 véhicules incendies, une échelle, 3 ambulances, une équipe de SMUR médicalisée, une équipe aussi d'infirmiers. Et bien évidemment, il y avait la gendarmerie et la partie municipale qui ont été de concert avec nous. Pour le moment, les causes de l'incendie n'ont toujours pas été déterminées. Une enquête de la brigade criminelle est en cours. Des serveurs, des barman, des cuisiniers, 110 000 emplois sont à pourvoir dans l'hôtellerie et la restauration en France. Pendant les mois de fermeture, beaucoup en effet se sont détournés de ces métiers. Résultat aujourd'hui, avec la reprise de l'activité, depuis la réouverture des restaurants en particulier, eh bien beaucoup d'établissements peinent à recruter. C'est le cas de cet hôtelier marseillais. Il y a moins de demandes sur l'hôtellerie et la restauration parce qu'il y a une remise en question générale. C'est-à-dire que la nouvelle génération aujourd'hui est plus dans une démarche de vouloir faire un autre métier. Les discours qu'on avait auparavant de fierté d'appartenance, de carrière au sein d'une entreprise sont beaucoup moins attractifs. Les jeunes aujourd'hui veulent la gloire et l'argent assez rapidement et notre métier consiste à se mettre en place et à établir un travail sur du long terme. Voilà, donc la carrière, l'évolution de poste, ces motivations-là ne sont plus d'actualité. Donc pour nous, c'est beaucoup plus difficile de retrouver du monde actuellement. Et puis vous le savez, nouvel assouplissement des mesures sanitaires à partir de demain soir. Donc tous les restaurateurs seront sur le pont avec l'assouplissement du couvre-feu porté à 23h. La plupart ont rouvert leur terrasse le 19 mai dernier. Mais pour les établissements sans terrasse, c'est bien le grand jour. En fait, c'est demain. Marie Guisteau est allée à la rencontre des restaurateurs niçois qui accueillent de la clientèle demain pour la première fois depuis de longs mois. Ils sont dans les starting blocks. Demain, après 7 mois d'attente, la Merenda, restaurant typiquement niçois, pourra rouvrir ses portes. Faute de terrasse, ils doivent attendre ce mercredi 9 juin pour accueillir de nouveau le public. Et pour ouvrir dans les meilleures conditions, l'équipe est déjà passée en cuisine. Je suis en train de préparer la viande. C'est du jarret de bœuf pour la daube de demain. Daube, tripe à la niçoise, des plats qui nécessitent des heures de cuisson. C'est pourquoi Dominique et son équipe s'activent ce mardi matin. Les tripes sont cuites avec du pied de veau. Et la particularité qu'en principe, on trouve souvent des tripes de bœuf. Et nous, on fait la tripe de veau parce que c'est plus fin en goût, c'est beaucoup plus noble. Et il faut les cuire avec des oignons, de l'ail, du thym, du laurier, du vin blanc. Et c'est un plat qui demande aussi entre 2h30 et 3 heures de cuisson. Après des mois de fermeture, c'est une bouffée d'oxygène de retrouver les cuisines de son restaurant dans le Vieux-Nice. Les clients fidèles sont déjà passés réserver leur table. Et pour faire assez de couverts, ils ont prévu plusieurs services et la salle a été aménagée. Ils devront respecter une jauge de 50% de clients avec un maximum de 6 convives à table. Ils ont d'ailleurs adapté leur stock à ce nombre de personnes limitées. On a 2 services, un service à midi, un service à 13h15, 13h30. Et le soir, 19h et un à 21h. Comme le couvre-feu sera rallongé à 23h, ça nous permet de faire les 2 services du soir. Nous, on a les plexis pour pouvoir gagner une table en plus, pour séparer, pour que la distanciation soit quand même respectée. Et quand c'est pas possible, il y a une paroi en plexi. Peu à peu, le lieu reprend vie. Il aura tout de même fallu un grand ménage de printemps pour tout remettre en place.
Christine Welter nous a rejoint, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes présidente du syndicat des hôteliers de Cannes et du bassin cannois. On va parler donc de cet assouplissement des mesures sanitaires qu'on imagine les hôteliers cannois attendaient avec grande impatience. Qu'est-ce que ça va changer très concrètement demain pour les hôtels de Cannes et du bassin cannois ? Alors, éclaircissement qu'on attendait depuis plus de 3 semaines. C'était une demande très forte de la part du monde du tourisme. Ça a été annoncé vendredi. On a des destinations concurrentes comme la Grèce, le Portugal ou l'Espagne qui, depuis un mois, avaient commencé à communiquer sur cet allègement des protocoles sanitaires pour pouvoir rentrer dans leur pays et qui ont peut-être pris un peu d'avance sur la prise de réservation pour l'été. Donc sur quoi ça s'est joué, cette différence de communication d'après vous ? Sur le fait qu'on était, nous, toujours jusque vendredi, sur l'obligation du vaccin et du test PCR. Depuis vendredi, donc sur les pays européens verts, c'est-à-dire pratiquement toute l'Europe, on est sur le ou, c'est-à-dire vaccin 2 doses de plus de 14 jours ou test PCR négatif. Voilà. Pour vous, en fait, ce qui était compliqué, c'était d'être dans un entre-deux. La communication, aussi. Bien évidemment, par rapport aux clients qui ne vont pas sur des réservations avec des protocoles sanitaires aussi contraignants, et la communication positive des autres destinations concurrentes d'Europe du Sud qui, eux, avaient moins de scrupules à communiquer effectivement sur ces protocoles. Alors, qu'est-ce que ça donne en termes de réservation pour cet été ? Est-ce qu'on attend quand même un retour de la clientèle étrangère sur la Côte d'Azur ? Alors, on l'espère très fort parce que la clientèle étrangère, c'est quand même l'ADN de la Côte d'Azur. 60% de la clientèle est internationale sur notre hôtellerie. L'année dernière, on a fonctionné à 95% sur un marché domestique. On espère cette année pouvoir fonctionner avec ces marchés européens qui viennent de s'ouvrir. Donc surtout les Européens. Surtout les Européens. Alors ce qui va nous manquer, c'est asiatique, nord-américaine. C'est la clientèle haute contribution. Vous savez que l'hôtellerie de luxe. Quand vous dites haute contribution, c'est à gros pouvoir d'achat. Voilà. Qui remplit l'hôtellerie haut de gamme, qui est quand même le blason de la Côte d'Azur. On parle des marchés Moyen-Orient, Russes, États-Unis, Angleterre, qui eux sont classés en orange et pour lesquels, à partir de maintenant, il faut toujours le vaccin 2 doses et le test PCR et pour certains, la quarantaine de 7 jours. Alors là, ces dernières semaines, avec cet entre-deux qui permettait aux hôtels d'accueillir des clients, comment ça se passait dans les palaces cannois ? C'est-à-dire qu'on tournait quasiment à vide, on arrivait à remplir un petit peu ? On était surtout fermés. Vous étiez complètement fermé. Alors oui, on va essayer de refaire un petit peu l'histoire parce que ça a été compliqué quand même. Oui, on en est où ? Voilà, on va essayer d'éclaircir un peu les choses. Donc l'histoire, c'est effectivement fin février l'année dernière, annonce de l'annulation du MIPIM, qui a été un des premiers événements à être annulé à cause du Covid. Derrière, l'ensemble de l'hôtellerie qui ne réouvre pas, donc mars l'année dernière. On a commencé à réouvrir les hôtels fin juin avec les protocoles sanitaires qui avaient été établis, un peu tardivement. On a réouvert les hôtels donc fin juin, début juillet, et puis on a refermé en septembre quand les frontières européennes ont commencé de nouveau à se refermer. Et on a fermé complètement l'hôtellerie à partir d'octobre. Donc sur les 120 hôtels de Cannes et du bassin cannois, tout s'est refermé en octobre. Et c'est en train de se réouvrir depuis le week-end de l'Ascension. Ah oui, voilà, c'est ce que j'avais en tête. Depuis le week-end de l'Ascension. Donc on est aujourd'hui en train de réouvrir petit à petit. Sur la Croisette, vous avez quelques hôtels 5 étoiles qui ont réouvert. On est à peu près aujourd'hui sur toutes les catégories d'hôtels, à la moitié du parc hôtelier qui est réouverte. Dans quelle situation économique aujourd'hui sont les grands palaces ? On pourrait parler aussi des plus petits établissements, mais si on parle aussi d'en parler des petits. On peut en parler aussi, mais dans quelle situation économique sont d'une part effectivement ces très grands hôtels, ces grands palaces, et puis les plus petits acteurs de l'hôtellerie ? Moi, je suis présidente de tous les hôteliers, donc de 120 hôteliers à Cannes. Ça veut dire les hôtels mythiques de la Croisette, qui sont les 5 étoiles au nombre de 6 établissements à Cannes, mais sur 120, ce n'est pas la majorité. Donc c'est la locomotive de la destination, bien évidemment, avec des gros investisseurs derrière. Donc je ne dis pas que la situation est moins terrible pour eux, parce que les chiffres sont gigantesques. Par contre, derrière, vous avez de l'hôtellerie indépendante, des chefs d'entreprise
qui depuis 1 an et demi sont complètement à l'arrêt. Alors d'ailleurs, est-ce que certains ne pourront pas rouvrir? Est-ce que certains vont faire faillite? Alors, c'est pas le cas encore aujourd'hui. On a eu la chance d'avoir effectivement le chômage partiel qui nous a beaucoup aidé et qui a permis de sauver nos salariés. C'est important. J'entendais un de vos reportages sur le personnel. Dans l'hôtellerie, on travaille quand même majoritairement avec des CDI. Donc on a pu sauver nos CDI. Comme je dis toujours, c'est l'âme et le sang de nos entreprises. Donc oui, hier déjà un hôtelier effectivement témoignait et un hôtelier du Var et disait effectivement heureusement qu'on a eu le chômage partiel et il saluait les dispositifs qui avaient été mis en place. Donc le chômage partiel a permis de sauver nos CDI. Ce sont des gens qu'on a formés, qu'on aime, qui font partie de nos établissements. Donc on a sauvé les CDI, on peut réouvrir avec du personnel et nos CDI. Les fonds de solidarité qui ont été un peu plus présents sur le deuxième confinement que sur le premier. Et puis les PGE. Mais les PGE, ce sont des prêts. Les PGE, prêts garantis par l'État. Les prêts garantis par l'État. Donc ce sont des prêts que nous avons tous lancés, ouverts, qui ont permis de faire un peu tampon cet hiver. Les charges fixes continuent à courir. Les loyers, par exemple, qui sont très élevés. On est sur la Côte d'Azur. On est parmi les loyers les plus élevés dans l'hôtellerie et la restauration. Donc vous vous attendez quand même à ce que des hôteliers soient en difficulté dans les mois? On va réouvrir. Parce qu'à un moment aussi, le chômage partiel va s'arrêter. Oui. Tout à fait. Il y a un accord de branche qui a été signé la semaine dernière pour l'activité partielle longue durée et on encourage nos hôteliers à le mettre en place pour essayer de tenir. Je disais que l'année dernière, nous avions couru un sprint puisqu'on est resté ouvert 3 mois. Cette année, il faut tenir un marathon. Et le marathon, ça veut dire ouvrir cet été pour pouvoir faire de la trésorerie et puis faire les congrès d'hiver à Cannes, parce que c'est important, aller jusqu'au mois de décembre. Et si on arrive à tenir ce marathon des 6 prochains mois, ça ira. Si on est obligé de fermer en septembre-octobre, il y aura beaucoup de casse. Alors, il va y avoir une bouffée d'air, c'est quand même le festival de Cannes, le festival du film, quand même, qui aura lieu en juillet. La date est restée incertaine, je crois, très longtemps, jusqu'à il y a peu. C'est une vraie bouffée d'air, et pour vous, c'est une bonne chose qu'il ait été avancé, là, qu'il ait lieu en plein été? C'est fabuleux parce que le Festival du film et Cannes, c'est plus de 70 ans de mariage. Le fait de ne pas en avoir l'année dernière nous a fendu le cœur. On lance la saison en général en mai avec le Festival du film. Cette année, on va la lancer début juillet. Je pense qu'il a fallu beaucoup de ténacité aux équipes du Festival du film et à la ville de Cannes pour tenir ce festival. On y est, ça commence le 6 juillet, une très belle sélection, des montées, des marches, une édition collector, parce qu'on va être sur une édition spéciale en juillet, qui est un mois de vacances très particulier. Du coup, il va y avoir une affluence énorme au mois de juillet-août quand même sur la Côte d'Azur, puisque les touristes français, un peu de touristes étrangers, on l'espère, européens notamment, le Festival du film. Est-ce que finalement, il n'aurait pas mieux valu organiser peut-être le festival en septembre pour étaler, entre guillemets, la fréquentation sur la Côte d'Azur? Parce que ces dates, elles sont très belles. Ce sont des belles dates. Je pense qu'ils sont très, très heureux, l'organisation du Festival du film, d'arriver et d'ouvrir la saison à Cannes. Et nous, c'est important aussi de faire passer le message, de dire qu'on peut venir passer ses vacances à Cannes pendant le Festival du film, ce qui est assez exceptionnel. C'est-à-dire qu'on peut venir à Cannes... Pas mal d'hôtels ont de la disponibilité encore sur ces dates-là. Se faire bronzer sur une plage, aller plonger aux îles de Lérins et le soir assister à une montée des marches et voir les équipes des films qui ont répondu présents faire la montée sur le tapis rouge. Donc on encourage tout le monde à venir à Cannes, profiter de ce moment exceptionnel. Et alors pour encourager peut-être les futurs touristes, est-ce que aussi les prix dans les hôtels sont plus attractifs peut-être que certaines années ou... Pendant cette période-là, oui, définitivement. On est sur des jauges qui vont être un peu différentes, c'est bien normal. Donc le Festival du film sera là, la partie cinéma, la partie marché du film, c'est-à-dire les professionnels qui viennent de l'étranger pour travailler et signer les contrats, un petit peu plus compliqué. On parlait tout à l'heure des États-Unis ou de l'Angleterre qui sont des marchés contraints aujourd'hui au niveau sanitaire. Donc on sait que la jauge sera différente sur ce marché du film, ce qui nous permet d'ouvrir à des tarifs d'été, de la disponibilité dont tous les hôtels, c'est-à-dire des chambres à partir de 100 € en catégorie économique, pour pouvoir
profiter de cette ambiance de festival du film qui fait rêver tout le monde. Qui s'annonce d'ores et déjà particulier avec le festival du film, effectivement. Merci Christine Velter d'avoir été en direct avec nous ce soir. Et puis il n'y a pas que l'hôtellerie-restauration qui est concernée par l'assouplissement des mesures sanitaires demain, les salles de sport, mais aussi les piscines couvertes avec une jauge. Vous pourrez de nouveau vous détendre aussi dans un spa d'hôtel, illustration à Fréjus et à Antibes avec Claudia Olivier. Donc à partir du 9 juin, on aura toutes les piscines qui seront ouvertes, donc la piscine intérieure, tout l'espace bien-être avec sauna, hammam, douche sensorielle. Dernière vérification avant le grand jour. Dès demain, les espaces de thalassothérapie présents dans les hôtels de la région vont pouvoir rouvrir entièrement leurs portes. Tout est mis en place pour assurer la sécurité de chacun. En respectant une jauge de 35% de la capacité maximum. Donc ce qui veut dire un accès limité à tous les espaces bien-être, sauna, hammam. Et dans les cabines de soins, on va devoir respecter un processus de désinfection, donc qui va rallonger les temps de soins d'environ 15 à 30 minutes. Dans cet autre établissement situé à Antibes, le calendrier des réservations pour les prochains jours est déjà plein. Le directeur n'attend plus que le feu vert. Cette année, ça sera encore essentiellement une clientèle française. Les clients avaient hâte, ça faisait à peu près 7-8 mois qu'ils n'étaient pas venus se détendre dans notre endroit. Et donc oui, on a des réservations progressivement, juin surtout la semaine prochaine, à partir de dimanche. Et juillet-août, ça réserve au fur et à mesure. Sa clientèle française représente plus de 70%. Il espère également recevoir des touristes allemands, britanniques ou encore italiens, dès que les mesures sanitaires seront assouplies aux frontières. On en vient à cette affaire à présent, celle du graffeur niçois Autom qui est jugé aux Seychelles, soupçonné du meurtre de sa compagne pour des faits qui remontent au 27 avril dernier. Une première audience avait lieu aujourd'hui. Les enquêteurs le soupçonnent d'avoir maquillé le meurtre en suicide. Mais les proches d'Autom ne croient pas du tout à ce scénario. Écoutez. En fait, on n'a pas de mots à ce genre de choses, quoi. Emmanuel, je la connaissais un petit peu. On avait justement pour projet de faire une expo ensemble, etc., de collaborer ensemble. Et d'apprendre sa disparition, c'est quelque chose d'insoutenable, quoi. Et de voir après la réaction de Tom, tellement attristé par ce qui s'est passé, c'est juste... Il n'y a pas de mots, voilà, il n'y a pas de mots. On parle vaccination à présent, vaccination contre le Covid bien sûr. À partir du 15 juin, la vaccination s'ouvrira aux adolescents de 12 à 18 ans, comme l'a recommandé la Haute Autorité de Santé. Cet élargissement du public à la vaccination pourrait permettre d'atteindre plus rapidement l'immunité collective. Alors d'ici là, la vaccination est ouverte à tous les plus de 18 ans, mais les jeunes majeurs bien souvent ne se sentent pas très concernés. Alors le département des Bouches-du-Rhône a mis en place un bus de la vaccination. Il va directement à la rencontre des étudiants. Il a marqué l'arrêt ce matin sur le campus de Saint-Jérôme, dans le 13e arrondissement de Marseille. Valentin Rodriguez avec Yentel Criado. Un pas de plus vers la liberté. Comme Axel, ils étaient plus de 200 étudiants à se faire vacciner dans le bus de la vaccination dans ce campus universitaire. Une libération pour ces jeunes qui veulent profiter plus librement de l'été qui arrive. J'ai envie de profiter cet été, j'ai envie d'aller au musée, d'aller faire la fête, d'aller peut-être au concert ou dans les restos, tranquillement en fait. Principalement pouvoir me déplacer après plus facilement dans les pays étrangers, etc. si je veux partir en vacances. Pour pouvoir accéder aussi à certains événements comme des concerts, des festivals, etc. Début juillet, j'aimerais bien partir à Nice. Aller voir des amis justement, aller faire la fête dans une grande maison. Sortir avec des amis, tout ça, sans avoir le stress de se dire y a quelqu'un qui a le corona, d'être pas bien pendant un certain moment ou quoi que ce soit. Au moins pour là, pouvoir des amis, pouvoir être en société tranquillement. Depuis lundi dernier, plus de 1200 étudiants de l'Académie Aix-Marseille ont déjà reçu leur première dose grâce au bus de la vaccination. Pour ce médecin, la vaccination des jeunes représente un enjeu important dans la lutte contre le Covid-19. Ça a réduit considérablement le taux de circulation du virus entre les jeunes, entre eux, et envers les personnes plus fragiles, âgées, parents, grands-parents, etc. Demain, le bus de la vaccination s'installera devant la bibliothèque universitaire des Fenouillères, à Aix-en-Provence. À la
une de l'actualité ce soir, l'hôtellerie-restauration en manque de main-d'œuvre avec la réouverture des restaurants et l'arrivée de la saison touristique. Les serveurs, les cuisiniers, les réceptionnistes viennent à manquer. On en parlera dans le prochain journal avec une représentante d'un pôle emploi de Marseille. Et puis, équipe au complet ou non, tous les restaurants rouvrent demain. Et oui, ceux qui n'avaient pas de table en extérieur étaient encore dans l'attente. Et bien, ce mercredi, ils pourront enfin accueillir des clients en salle. Un graffeur niçois jugé aux Seychelles, accusé d'avoir maquillé le meurtre de sa compagne en suicide. Ses proches ne croient pas du tout à ce scénario. Une première audience avait lieu aujourd'hui. Plusieurs affaires de féminicide ont récemment relancé le débat sur la lutte contre les violences conjugales. Trop souvent, des plaintes contre le conjoint violent avaient été déposées et l'inévitable s'est tout de même produit. Aujourd'hui, des magistrats réclament davantage de moyens. On en parle avec Patrice Cambérou, procureur de la République de Draguignan. Bonsoir, merci d'être avec nous dans le Grand Direct. Avec d'autres magistrats, vous êtes nombreux, vous demandez des moyens supplémentaires pour lutter contre les violences conjugales. Aujourd'hui, pour vous, à quel moment cela pêche? À quel moment il y a des défaillances? On le sait dans un certain nombre d'affaires. Très récemment, des enquêtes ont même été lancées pour identifier d'éventuelles défaillances. Pour vous, aujourd'hui, où sont ces éventuelles défaillances? D'abord, c'est un projet qui est collectif pour la société, que de lutter contre les violences intrafamiliales et plus particulièrement les violences conjugales. Dans ce projet collectif, il y a évidemment les magistrats du parquet, juges d'instruction à certains niveaux, les enquêteurs, et eh bien, on manque de magistrats et d'enquêteurs. C'est aussi simple que ça. On manque aussi de personnel des services pénitentiaires d'insertion et de probation qui sont en capacité de suivre des dossiers. Ce qui veut dire qu'actuellement, eh bien, il y a trop de dossiers suivis par magistrats. C'est le constat que l'on peut faire, et par enquêteurs, et par CPIP, c'est-à-dire les conseillers d'insertion et de probation. Ce que vous nous dites, c'est que la justice manque de moyens, mais la police manque aussi de moyens dans ces affaires? Oui, c'est indéniable. Je veux dire, on est tous dans la même situation, bien qu'il y ait parfois des effectifs en plus qui soient donnés ça et là. On sait bien que tout le monde a ciblé depuis le Grenelle, on le sait tout particulièrement, cette problématique grave de notre société. Et si on n'arrive pas à suivre les dossiers de façon plus détaillée, c'est-à-dire très concrètement, au parquet de Draguignan, on a mis en place une cellule de veille pour suivre les personnes vraiment nominativement qui sont en contrôle judiciaire. Si on n'arrive pas à faire ce travail pour tous les dossiers, alors on n'est pas certain d'éviter les drames. C'est pas possible. Pour vous, c'est le délai, surtout dans le traitement des dossiers, qui fait qu'aujourd'hui, on a du mal à avancer? Patrice Cambérou, dont la liaison a été coupée, on va essayer de le rejoindre immédiatement. Patrice Cambérou, donc, qui nous parlait des affaires de féminicide, qui récemment ont relancé à nouveau le débat sur les violences intrafamiliales, sur les violences conjugales. Je vous en... Voilà, Patrice Cambérou, on vous a retrouvé. Voilà, donc vous nous expliquiez où pouvaient se trouver éventuellement les défaillances, manque de moyens à la fois pour la justice, à la fois pour la police, et donc vous alliez nous donner un exemple concret du problème que posent les délais avec lesquels on traite les affaires. Oui, enfin, l'exemple, je vous l'ai donné, c'est celui du suivi des auteurs de violences qui sont libres parce que placés sous contrôle judiciaire et non en détention. Il est très important que l'on puisse les suivre pas à pas, au fur et à mesure de leur évolution. Mais concrètement, les délais sont très importants aussi parce que nous avons de plus en plus d'affaires. Sur un ressort comme celui du tribunal de Draguignan, depuis 2019, on peut dire qu'on a 30% d'affaires en plus. Quand vous parlez de suivi, de contrôle dans l'application des mesures, très concrètement, par exemple, quand il y a une mesure d'éloignement qui est proposée pour un conjoint violent, comment on peut contrôler que cet éloignement est bien respecté? Alors, il y a plusieurs mesures qui sont mises en œuvre. Actuellement, lorsqu'une personne est éloignée, alors soit elle est placée dans un foyer pour auteur de violence et elle est éloignée, elle doit rendre compte de ce qu'elle fait au service pénitentiaire d'insertion et de probation. En parallèle,
on permet soit un téléphone grave danger pour éviter que la victime ne se retrouve sans aucun dispositif, soit depuis peu un bracelet anti-rapprochement. Donc on a ce double dispositif d'un contrôle de l'auteur, si je dis supposé, et de la victime avec deux dispositifs différents. Ça nécessite, et on les a ces moyens, hein, la pose d'un bracelet anti-rapprochement, mais ça nécessite de pouvoir analyser de plus en plus de dossiers, et nous ne sommes clairement pas suffisamment nombreux, ni les enquêteurs ni nous, pour détecter toutes les situations. On parle là de plusieurs milliers de dossiers, hein, plusieurs milliers d'affaires, dans lesquelles parfois on a juste des violences légères au départ. Elles sont toujours trop graves, évidemment, mais on a juste des violences trop graves. On se dit qu'on doit pouvoir l'étudier, ce dossier, de façon posée, mais ça passe dans un flot d'affaires et on ne peut pas toutes les traiter avec la même acuité. C'est totalement impossible. Est-ce qu'il n'y a pas un problème aussi dans la façon dont la parole est recueillie dans les commissariats, notamment lorsque les femmes vont porter plainte, lorsqu'elles vont porter plainte à plusieurs reprises? Est-ce qu'il n'y a pas peut-être des choses à améliorer sur la formation des personnes qui accueillent ces victimes? Vous savez, on peut toujours tout améliorer, hein. Je pourrais vous dire non, les choses sont parfaites. En réalité, dans les commissariats, les gendarmeries et les parquets, on a des référents bien désignés. On a des réunions mensuellement, au pire tous les 2 mois, avec l'ensemble des partenaires pour faire un point sur nos processus et un point sur les dossiers. Je vous parlais de la cellule de veille, sur les dossiers les plus signalés. Ce qui manque, ce sont effectivement des effectifs, parce que quand vous voyez que nous sommes, par exemple, 3 procureurs pour 100 000 habitants en France, contre 8 ou 9 pour d'autres pays comparables en Europe, vous comprenez déjà que ça n'est pas possible de suivre toutes les affaires avec la même intensité qu'on pourrait le faire en Allemagne, en Espagne ou même au Portugal. Mais donc ce que vous nous dites ce soir, c'est que le manque de moyens, il n'est pas spécifique à la lutte contre les violences faites aux femmes. Pourquoi sur ce sujet-là, on a l'impression qu'il y a autant de ratés, autant d'affaires dans lesquelles on entend qu'une femme a été tuée par son ex-conjoint, alors que de multiples plaintes avaient été déposées, alors que des mesures d'éloignement avaient été prises? Est-ce qu'il y a vraiment un problème particulier sur ce sujet-là? D'abord, ce sujet, il est complexe. On ne parle pas de quelque chose de visible, on parle de quelque chose qui se passe dans la famille, et parfois dans des familles où il n'y a pas eu de plainte, justement. Vous parlez de dossiers dans lesquels on a eu des plaintes, c'est vrai, il peut y en avoir, mais la plupart des dossiers que l'on découvre, nous, la grande masse, sont des dossiers dans lesquels il n'y a jamais eu aucune plainte et jamais eu dénonciation. Donc notre rôle, c'est de mieux accueillir, et on le fait de mieux en mieux, de mieux signaler, et la preuve, c'est que nous avons, je vous le disais tout à l'heure, 30% de procédures en plus, c'est bien que les victimes se signalent. Ensuite, on ne peut pas prévoir une obligation de résultat, ni pour les enquêteurs, ni pour nous. Il y a des cas dans lesquels les victimes, effectivement, avaient signalé, déposé plainte. Vous savez que c'est complexe, chaque affaire est différente. Vous avez aussi beaucoup de cas dans lesquels les victimes sont retournées pour des raisons qui leur appartiennent, vivre avec l'auteur, dès le lendemain des faits qui étaient des faits de moyenne importance. Mettre toute cette problématique dans un seul lot, faire un seul lot de tout cela en disant que la justice ou la police ne fait pas son travail, c'est une vision réductrice des choses, on ne peut pas l'accepter. Alors qu'effectivement, on est bien avant le Grenelle, mais depuis le Grenelle, encore mieux armé, encore mieux disposé, en revanche, toujours en sous-effectif flagrant. Alors justement, est-ce que vous avez l'impression quand même que les choses ont un petit peu bougé depuis le Grenelle notamment? Le Grenelle, oui, le Grenelle a indéniablement bougé les choses, a indéniablement fait bouger les lignes. On a mis le projecteur encore mieux sur la prise en charge de la victime. L'exemple, c'est le développement du bracelet anti-rapprochement ou des mesures d'éviction des auteurs qui sont mieux développées, je dirais, de mon point de vue, depuis le Grenelle. C'est aussi le rôle des associations. Les associations sont mieux soutenues. Elles ont des subventions pour mettre en place des soutiens psychologiques. De plus en plus, nous avons besoin des associations pour mettre en place des véritables permanences H24. Ça n'existe pas réellement. Ça, c'est un axe de travail fort que l'on pourrait développer. Des associations
ayant une permanence 24 heures sur 24. Ce n'est pas encore le cas aujourd'hui et ça serait quelque chose d'intéressant à développer. Et le port du bracelet, ça c'est une mesure qu'il faut absolument généraliser pour vous ? Alors ça dépend des cas. Il y a des cas dans lesquels ça pourrait être complètement contre-productif, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir suivre l'évolution de la personne. En cas d'alerte, il faut qu'on soit sûr qu'il y ait quelqu'un qui agisse. Si vous n'avez pas assez d'enquêteurs et pas assez de conseillers de probation, vous pourrez... Alors, est-ce que le téléphone, finalement, est-ce que le levier n'est pas plus efficace du côté des victimes ? Est-ce que le téléphone d'urgence, avec lequel la victime peut alerter le commissariat le plus proche en un instant, est-ce que ça, ce n'est pas la bonne mesure à généraliser ? Les deux outils sont complémentaires. Je dirais qu'il faut absolument aller vers un déploiement encore plus fort et du téléphone grave danger et du bracelet anti-rapprochement. Vous avez bien compris quelle était la différence. Vous venez de le dire, la victime prend la main sur le téléphone grave danger, elle appelle les secours. Et dans le cas du bracelet anti-rapprochement, c'est un surveillant à l'extérieur qui dit attention, l'auteur, la personne qui a interdiction de vous rencontrer, se rapproche de vous. Donc je pense que ce sont deux logiques complémentaires, mais on ne peut pas privilégier l'un par rapport à l'autre. Oui, ces dispositifs sont tout à fait complémentaires. En tout cas, ce soir, on a bien compris la complexité de ces questions. Merci Patrice Cambérou, procureur de la République de Draguignan, d'avoir été avec nous dans le Grand Direct. Restez avec nous, merci de nous avoir suivis. Très belle soirée à tous. À demain.